C'est un club en fait. 3. Donc normalement ça devrait bien se passer. Bon, merci d'être là. C'est la dernière conférence qu'on va faire pour cet événement 2021. Et c'est moi qui ai l'honneur de l'animer. Mais je suis aussi auteur. Donc j'ai le cul entre deux chaises, comme on dit vulgairement. Je vais être obligé, entre guillemets, de parler un tout petit peu de ce que je fais. Et puis surtout de les faire parler eux. C'est quand même aussi eux les vedettes. Pourquoi on m'a proposé ça là? Parce que j'interviens, je fais des émissions, des chroniques radio, télé très régulièrement. Surtout dans le nord de la France, sur WEO, sur France 3 et sur France Bleu Nord. Et j'ai sorti cet ouvrage qui s'appelle Anatomie du fait divers il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, aux éditions Beckley de Brouwer, qui étudie l'origine du fait divers, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il nous apprend de nous, qu'est-ce qu'il nous apprend de la société, quels sont les tenants et les aboutissants du fait divers en quelque sorte. Et le thème de cette petite conférence, c'était le rapport entre le fait divers et le polar, avec 3 auteurs qui sont particulièrement bien placés pour en parler, puisque leurs œuvres, elles sont justement empreintes de faits réels et de vécu. Hein. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer, on n'a que 3 quarts d'heure, ça passe très très vite, je vais essayer de donner la parole de manière circulaire, comme ça, pour que chacun puisse parler à tour de rôle. Et on va commencer par une petite présentation. Vous les connaissez tous déjà complètement ou, parce que sinon on zappe la présentation. On va peut-être le refaire alors quand même. Yann Manouk, Patrick Manoukian, donc Manoukian, Yann Manouk, Astus. Mais il a plusieurs pseudonymes, il va se présenter lui-même et puis après on fera pareil avec Jacques Jacozzi et puis avec Yvan Zinberg. Tu peux dire 2 mots sur ton parcours, ce que tu as fait Bon, moi je signe sous plusieurs pseudos. C'est bon, 2 mots. Voilà. Ça commence comme ça va être terrible. Et, je signe essentiellement sous Yann Manouk et Roy Braverman. Sous Yann Manouk, j'écris plutôt des polars, on va dire, nomades, voyageurs, qui se passent dans des pays lointains. Et sous Roy Braverman, j'écris des polars à l'américaine, qui ne se passent que dans des territoires américains. Et pour faire la présentation la plus rapide, j'ai commencé à publier en 2014. Et avant Avant, j'ai eu différentes vies, j'ai eu différentes entreprises, beaucoup de voyages, l'écriture, enfin, j'ai toujours écrit, mais la publication commence journalisme. Oui. La publication commence vraiment en 2014. D'accord. Et j'ai écrit par contre depuis, moi j'en ai publié 18, j'en ai écrit 20 ouvrages depuis 2014. Ouais. Tu dors pas. Et curieusement, je suis épuisé. Je suis bordélique, paresseux, et j'écris pas plus de 3 heures par jour, par des façons. Chapeau, déjà. C'est beau. Ouais, bravo. Juste à côté, Jacques Jacoli, parcours complètement différent. Ces 2 parcours sont plus proches d'eux que celui de Yann Manouk. Donc voilà, moi je suis un 10e de son nombre d'ouvrages, donc j'en ai 2. Donc j'ai commencé par une petite nouvelle. Donc tu écris 2 minutes par jour. Moi c'est 3 heures ou c'est 3 minutes. Non, voilà, donc moi à la base je suis policier, enquêteur. Donc 10 ans à l'antimonitisme et terrorisme de Bruxelles, et maintenant ça fait 2 ans et demi que je suis à la criminelle, donc je fais que des homicides au niveau de la ville de Mons. Et donc j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Punition, et de là on a eu un petit peu de succès, et de là ça a commencé à intéresser un éditeur qui m'a laissé faire la catabase, et donc est inspiré de mon travail, de mon vécu, et c'est pour ça qu'on va en parler je pense aujourd'hui. Donc là on est bien d'accord que tu es toujours en poste. Toujours en poste, je travaille toujours. Voilà, avec peut-être, on en parlera tout à l'heure, un certain devoir de réserve. Un devoir de réserve. Hein, c'est ça. Un gros devoir de réserve. Un gros devoir de réserve, ce qui peut peut-être aussi un petit peu freiner la publication du droit d'avenir, c'est le cas. Hein, c'est ça. Juste à côté, Yvan Zinberg, alors un profil un petit peu analogue, si on peut dire. Oui, je suis également policier, et en parallèle, j'ai écrit 4 romans, depuis 2014, le premier. Donc les 3 premiers sont plutôt des thrillers. 4 romans 2014, ça nous fait combien par jour? On va calculer. Les 3 premiers sont plutôt des thrillers à l'américaine, inspirés surtout de Michael Connelly, qui est un de mes auteurs favoris. Et le dernier est plus un polar à la française, qui est vraiment ancré dans la réalité de la délinquance française. Donc c'est Matière Noire, le dernier en date. Donc 4 romans au compteur. Multiprimé, très bien accueilli par la critique. Oui, il a été bien accueilli, 3 prix. Et puis je vais continuer dans cette veine du roman, du polar à la française. C'est le plus intéressant puisque je peux me nourrir directement des expériences de policiers pour raconter quelques anecdotes et quelques affaires
Ce qui rejoint le fait divers. Bien sûr. Ah, bon, ouais, d'accord. Donc voilà pour la présentation. J'ai un peu l'impression d'être en garde à vue. Attends, toi là, alors. Je me tiens à garde. Bah, je ne me sens pas plus rassuré que toi. Hein. Oui, bah, je vois bien. Donc ça vous intéresse que je vous parle de moi? Non, tant pis. On va venir sur le sujet de cette petite conférence donc, qui est sur le fait divers, le rapport entre le fait divers et le polar. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le rapport entre vos œuvres directement et le fait divers, peut-être demander à chacun, de son point de vue, quelle définition il donne du fait divers. Yann. Le fait divers, en fait, la vraie définition du fait divers, elle vient de la période la grande période de la presse, où les journaux étaient répertoriés par rubrique, politique intérieure, politique extérieure, sport, etc. Et en fait, il y avait un certain nombre d'événements qui ne rentraient dans aucune catégorie. Et c'est pour ça qu'on les a baptisés faits divers. Donc cette page, elle pouvait regrouper des crimes de sang, elle pouvait regrouper des escroqueries, mais aussi des simples accidents ou des choses un peu bizarres, extraordinaires. Donc c'est vraiment, au début, la page faits divers de la presse, c'est un fourre-tout pour tout ce qui n'est pas rubriqué par ailleurs. Et moi, c'est un peu comme ça que je m'en sers dans mes bouquins. C'est une sorte de réserve de choses inattendues dont on peut d'un seul coup se dire tiens, je peux en faire quelque chose. Oui. Quelle définition tu donnes en une phrase, le fait divers? J'aime le vert. Oh il y avait au moins une demi-heure là de discussion. En deux mots, c'est un fourre-tout, on va dire. Un fourre-tout. Ouais. Jacques. C'est une très belle définition. Donc, moi, pour rebondir. Non, la tienne. Je sais. En fait, pour rebondir là-dessus, moi j'ai toujours trouvé que les faits divers, en tout cas au niveau journaux que moi je lis au niveau local, c'est-à-dire que nous on intervient sur des choses et puis on voit la rubrique faits divers et on se dit mais c'est pas ça qui s'est passé. Donc je pense qu'il y a à boire et à manger, il y a des fois c'est super bien fait. Moi faits divers c'est surtout ce que je vis et ce que moi je fais. Ce que tu lis dans la presse, c'est quelque chose d'aberrant, d'erroné, non, faux? c'est pas aberrant, mais de fake news. Mais souvent, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un blanc et on le comble absolument pour pouvoir faire un petit article. Et après, voilà, les journalistes sont obligés aussi de se contenter de ce qu'ils ont, de ce qu'on leur donne. Mais je pense que la pure vérité... elle n'est pas transcrite forcément dans le fait divers. Voilà. Toi, tu es pas forcément. Oui, pas forcément. Des fois, oui, pas forcément. D'accord. Ta définition, Pour moi, un fait divers, ça a toujours été une affaire criminelle, en fait. C'est que criminel. Une affaire criminelle dont on parle dans la presse. En tout ça, je l'ai toujours perçu comme ça. Des affaires de viol ou de meurtre. Pour moi, un fait divers, j'ai toujours vu ça comme ça. Pour revenir sur ce que tu disais, il y a souvent un décalage dans la presse. Enfin, moi, de ce que j'ai constaté des affaires que j'ai traitées, il y a un décalage dans la presse entre ce qui est raconté et ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il doit y avoir une perte d'information, ou des éléments sont déformés. Et puis quand on lit, on se dit c'est pas exactement ce qui s'est passé. C'est le meilleur moyen d'avoir toute la vérité sur une affaire criminelle, c'est de lire la procédure en fait. Oui, là on est sûr de tout avoir. Après il y a forcément des pertes et des transformations. Alors il y a un rôle aussi au fait divers, là je vais me permettre de prendre un petit peu la parole et de rappeler cet ouvrage super passionnant qui n'est qu'à 19,35 €. J'ai dit bêtise là. Il est magique. C'est magique. Donc le fait divers il servait aussi... TTC. Il était un TTC. Je vous en lis un petit bout. Prix 19,35 € en vente là-bas. Non mais j'arrête les conneries. Le fait divers, il avait un rôle aussi au départ dans la presse, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Patrick, c'est que la presse au départ était vraiment destinée à une élite. C'était très cher un journal, et on ne parlait que de thèmes extrêmement complexes, la politique mondiale, la géopolitique, des choses comme ça, l'économie. Le commun des mortels n'était pas forcément super bien au courant de tout ça. Et on a eu une personne qui a eu décidé, ou qui a eu ce coup de génie un jour de dire on va mettre des faits qui sont à la portée du grand public, que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut assimiler, et ça peut arriver presque à tout le monde, c'est des trucs complètement dingues, souvent très courts, hein, c'est des petites nouvelles. Le Fénéon par exemple, c'était vraiment une phrase, il gagne au loto, il traverse la rue pour aller boire un coup, il se fait écraser, il meurt. Le truc bon, quoi. Mais ça peut arriver. Le recueil est magnifique. Les faits divers en ligne, voilà. C'est incroyable. Fénéon, ça aussi c'est un truc à lire. Et donc en fait l'essor de la presse grand public, il est dû à deux choses.
aux faits divers, parce que là les gens se sont assimilés à ces faits divers et puis ont commencé à lire des choses qui les concernaient eux directement, et puis en même temps pour arriver à financer ces ouvrages, ces journaux grand public et à grande diffusion, la publicité, qu'il n'y avait pas dans les premiers journaux. Donc ça c'est un petit peu le côté historique. Là on va en venir après cette définition au rôle du fait divers dans vos propres ouvrages. Patrick, on va recommencer. Est-ce que toi, tu as le sentiment que tes ouvrages sont vraiment basés sur le fait divers, ou est-ce qu'il intervient à un moment donné, sur un moment charnière de l'écriture d'un ouvrage? Comment ça marche? Tu parlais tout à l'heure d'une espèce de réserve. Oui, c'est ça. Moi, en fait, mes polars sont basés sur mes souvenirs de voyage, essentiellement. Donc, il n'y a pas au départ de fait divers dedans. Mais dans le processus d'écriture, le fait divers me sert de jonction. Ou alors de point de départ. Par exemple, le point de départ du deuxième volume de la trilogie mongole, Les Temps Sauvages, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête. C'est-à-dire, il y a eu une affaire abracadabrante en Extrême-Orient, où les mecs ont récupéré des naufragés en mer de Chine, et quand ils récupèrent les types qui sont dans la flotte, ils leur demandent ce qui s'est passé, parce qu'il y avait un beau temps, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait rien, et le mec dit on a été écoulé par une vache. Et donc le mec raconte que le bateau de pêche a été écoulé par une vache. Et donc les types ils se font arrêter, ils vont en tôle, ils font en dégrisement, et puis 3-4 jours après, il y a l'état-major russe qui appelle, parce que ça se passait plutôt en Chine, qui disait ah, les mecs, ils ont peut-être un peu raison. En fait, c'était des militaires russes en manœuvre qui allaient dans je ne sais pas quel territoire, et comme leur cantine était détestable, ils piquaient un peu de bétail au passage. Et donc ils avaient 3-4 vaches dans leur avion de transport. Les transports militaires ne sont pas carénés à l'intérieur. Tous les fils de commande, les câbles sont visibles. Il y a une vache qui commençait à paniquer, qui commençait à bouffer les câbles, etc. Les mecs ont eu la trouille, ils ont ouvert le haillon, ils ont balancé la vache. Et effectivement, elle est tombée sur un bateau de pêche, elle a coulé le bateau de pêche. Un fait divers comme ça, c'est l'attentat à la vache. Il faut lire absolument. Non, mais un fait divers comme ça, moi je le découvre parce que un réalisateur argentin s'en sert comme point de départ d'un film. Sauf que lui, il fait tomber la vache sur une barque dans un parc très romantique de Pékin, où un mec s'apprête à demander en mariage sa fiancée. Et la vache arrive, et boum, et tout le monde meurt. Et enfin non, la fiancée meurt, le type ensuite émigre en Argentine. Mais je me suis dit, ce fait divers-là, parce qu'à l'occasion de ce truc-là, je me suis renseigné de savoir si c'était vrai. Donc effectivement, il y a eu un incident comme ça. Et ces faits divers-là, il y en a une vingtaine, je les garde dans la tête. Et je me dis, un jour, ça va me servir. Effectivement, ça me sert, si tu veux, à un moment où, dans la construction d'une intrigue, il me manque soit un ressort qui relance l'intrigue, soit un truc de jonction. Le truc de jonction, par exemple, c'est dans le dernier, dans le bouquin sur l'Islande, qui est une biographie romancée, donc qui s'appuie sur le vrai témoignage d'une jeune infirmière de Paimpol qui va travailler dans un hôpital en Islande au début du siècle dernier. Et cette fille, cette gamine, elle a 22 ans, elle a qu'1 an d'ancienneté, elle se retrouve avec un poste en Islande où elle est mieux payée, elle est 3 fois plus payée qu'un capitaine de Bon. C'était un contrat qu'avait déterminé l'État français, qui était exceptionnel pour attirer les gens là-bas. Mais dans la documentation que je rassemble, je n'ai pas le lien qui fasse que cette gamine qui travaille à l'hôpital d'Arrigoisière se trouve à avoir ce contrat. Et il y a un fait divers qui m'a toujours marqué, que j'ai toujours regardé dans ma tête, c'est ce fameux accident, l'accident le plus tragique dans le métro parisien, qui remonte à 1902 ou 3, je me souviens plus exactement la date, où il y a un incendie incroyable dans le métro et 70 personnes meurent asphyxiées, écrasées contre le mur qui est là. Et en revenant sur ce fait divers, je me rends compte que je peux le placer sur un itinéraire que cette femme aurait pu emprunter. Et donc, d'un coup, les choses se mettent en place. Et ça devient intéressant parce que c'est dramatique. C'est en dehors de l'histoire, donc ça va surprendre le lecteur parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'il vient faire cette histoire d'incendie dans le métro alors qu'on parle d'Islande. En fait, je peux dire que cette fille qui est infirmière, elle est dans ce métro, elle ne fait pas partie des victimes, mais elle va aider des victimes à s'en sortir. Et une des femmes qu'elle va réussir à sauver avec son fils va être la femme ou l'épouse d'un conseiller, du ministre. Et comme ça, j'amène ce personnage, si tu veux. Bah, dans ma construction, les faits divers, c'est une sorte de boulon qui rassemble deux morceaux d'histoire. Bon, c'est génial, vous avez fait l'économie d'un bouquin, c'est pas la peine de le lire celui-là. Alors ça, c'est le côté un peu anecdotique, je dirais, du fait divers. C'est vrai, il y a des choses comme ça qui sont tellement... il
faut que le fait divers nous choque, nous surprenne. En fait, moi, je n'écris pas sur le fait divers. Non, bien sûr, voilà. Mais il sert quand même l'intrigue. Je m'en sers comme technique d'écriture. Oui, des techniques d'écriture. Alors, peut-être avec Jacques, on a une approche complètement différente, parce que là, comme tu disais tout à l'heure, vous voyez le fait divers, mais depuis les coulisses, de manière complètement différente. Et comment toi, tu l'utilises et comment tu l'intègres dans ton travail? Mais moi, en fait, je l'utilise et je prends un... Ça dépend, parce qu'on prend des événements, on prend des formations, par exemple pour la Cataba, c'est une formation que j'ai reçue et que je me suis intéressé après à ce qui s'est passé donc, au niveau de Dark Web. On peut peut-être donner juste un petit synopsis très rapide pour ceux qui l'ont pas... En gros, voilà, moi je parle de Darkroom. Darkroom, j'ai eu une formation là-dessus, on a expliqué c'est la dépravation humaine à l'état pur. Donc ce sont des tortures, donc des gens payent pour qu'un bourreau puisse torturer des victimes. Et alors, il y a une espèce de mise en chair au niveau des tortures, c'est-à-dire que celui qui met le plus peut décider de ce qu'on va faire. Et donc tout se passe au niveau de crypto-monnaie, etc., histoire d'être bien noyé dans tout ça. Et donc voilà, bon, c'est le thème. Mais dans cette histoire, parce que si on sort ça et qu'il n'y a rien d'autre derrière, peut-être un petit peu s'ennuyer. Et donc moi je prends plusieurs choses qui sont intervenues au niveau de mon travail. Je parle par exemple au niveau de la catabase, il y a la scène de la prison, etc. Donc, il y a plusieurs faits divers, plusieurs réalités qui sont imprégnées là-dedans, plus de la fiction, parce que forcément on ne peut pas tout dire non plus. Et c'est comme ça que je construis une histoire, mais qui est imprégnée de plusieurs faits, pas forcément divers, mais plusieurs faits réels, qui sont de mon vécu ou de ce que j'ai pu apprendre par d'autres collègues, etc. Donc tout à l'heure on en a parlé un tout petit peu, du fait du droit, enfin du devoir de réserve, plutôt du droit, c'est ça, plutôt un devoir de réserve. Oui. Tu as un autre livre en préparation, presque terminé même peut-être, qui du coup il est un peu bloqué quoi. Voilà, en fait je dois avoir une actualité ici, donc on devait sortir un bouquin, en général j'espère qu'il va sortir pour ce salon, dans lequel j'ai pris comme thème les attentats, donc l'extrémisme islamique et les attentats donc celles. Parce que j'ai travaillé là-dedans, moi j'ai fait 10 ans ici à l'antiterrorisme et à l'antibanditisme, et donc côté des attentats, de Paris et de Bruxelles, on est intervenu énormément avec ma division. Et donc je voulais un petit peu expliquer ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, etc. Tout en faisant un roman, tout en mêlant aussi fiction et réalité. Et le gros problème avec le devoir de réserve, c'est que comme les procès ne sont pas terminés, et comme j'ai une position, on va pas dire centrale, mais réelle, parce que j'ai vécu les choses, on m'a expliqué gentiment que même si je racontais n'importe quoi dans le roman, même si c'était un roman, on pourrait penser que ce que je raconte est réel, et donc ça peut être mal interprété. Du coup on m'a dit t'attends la fin des procès. Sur 5 ans 2024. Voilà. Donc voilà, donc maintenant je m'attaque à forcément autre chose, parce que j'ai d'autres projets en cours. Donc voilà, ce bouquin. Se poser. Et le titre était déjà... Oui, c'est toujours Sidonia. Sidonia, voilà. D'accord. Et la raison de Sidonia, ça faut lire le bouquin. Ouais, donc on vous donnera rendez-vous 2024, 2020. J'espère vous voir avant. Avant, voilà. Un petit peu peut-être la même approche avec Yvan. Du coup, peut-être aussi parler en 2 mots du dernier ouvrage, de quoi ça parle, et puis quel est le rapport peut-être avec l'univers du fait divers. Donc le dernier sorti en grand format, c'est Matière Noire, oui. Et effectivement il a inspiré de faits réels, faits divers, puisque ça parle d'un tueur qui est un chasseur à la sortie des boîtes de nuit, qui s'attaque à des personnes qui sortent éméchées de boîtes de nuit et qui profitent de leur vulnérabilité pour abuser d'elles. Donc, comme souvent, moi, le fait divers ou le fait réel me sert pas mal pour le début de l'enquête, pour le début du roman. C'était déjà le cas dans mon roman Étoile morte, où j'avais lu dans la presse qu'une actrice pornographique avait été contaminée par le virus du sida sur un tournage. L'histoire était particulièrement sordide. C'était un autre filet dans la presse. Et je m'étais dit, c'est assez horrible comme affaire. Elle avait vraiment un parcours de vie très chaotique et assez désastreux. Je me suis dit, tu vas partir de là. J'ai brodé une histoire de tueurs qui raconte le milieu de la pornographie sur la base de ce fait divers, de ce petit article que j'avais lu dans la presse. Et il m'arrive aussi régulièrement de faire raconter des faits divers par des personnages pendant les histoires, parce qu'il y a toujours des anecdotes ou des faits divers qui sont sympas à raconter. Et qui alimentent le récit ou qui sont des
petite virgule. Ça peut être les deux, mais je me rappelle que dans Matière Noire, il y avait une histoire de papier de personnes en situation irrégulière. Et je racontais une petite anecdote qui était que des migrants tchétchènes, par exemple, se contaminaient eux-mêmes à l'hépatite B en s'inoculant le virus, ce qui leur permettait de rester en France pour bénéficier de soins et d'avoir le droit de rester sur le territoire. C'était un truc que j'avais vu moi-même en commissariat. Donc c'était une anecdote, un fait réel qui raconte un peu les drames humains. Donc j'ai eu envie de le caser dans le roman, pour en parler. Alors moi-même, mon rapport avec le fait divers, on s'en fout, on va passer à... J'ai peur 2 secondes. On va passer à Yann Manouk. Donc, est-ce que le fait divers peut parfois déboucher sur un fait de société? Et est-ce qu'on peut s'emparer d'un fait divers? C'est peut-être pas le cas dans ton œuvre, d'un fait divers particulier pour le développer et attirer l'attention de la population sur tel ou tel fait de société. Comme disait, juste avant de te donner la parole, comme disait Audiard dans Les Barbouzes, un barbu c'est un barbu, 3 barbus c'est des barbouzes. Donc un fait divers isolé c'est un fait divers isolé, 3 faits divers qui se ressemblent énormément, ça commence à attirer l'attention, 100 faits divers qui sont identiques, ça peut devenir un fait de société. Donc est-ce qu'on peut de cette manière-là s'emparer d'un fait divers pour en faire un ouvrage qui va qui va attirer l'attention de la société sur un phénomène en cours? Encore une fois, la façon dont je m'en sers, moi, c'est vraiment une façon technique d'écriture. C'est-à-dire que et à un moment, ça rentre comme une illustration, soit c'est dans le but de surprendre, soit c'est dans le but d'introduire une action que, dans le côté descriptif, ce serait un peu lassant pour les lecteurs. Ce que tu dis, c'est qu'on ne passe pas du fait divers au fait de société. Soit c'est un fait de société, et dans ce cas-là on peut le développer pour en faire un thème, mais c'est assez rare d'avoir un fait de société qui soit une construction de faits divers différents. Par définition, le fait divers, il est unique, isolé, etc. Par contre, moi il m'est arrivé des choses assez étonnantes, c'est que les faits divers que j'ai inventés, dont je me suis inspiré, se sont révélés vrais par la suite. Ah ouais. Par exemple, on est dans le 2e de la trilogie américaine, Crow. J'imagine au début, c'est basé sur un souvenir de vacances qu'on a eu avec la famille, on a emmené nos petits-enfants dans l'Ouest américain, et à Palm Springs, tu as un parc aquatique, ce qui est scandaleux d'ailleurs parce qu'il fait 45 degrés dehors, le mec il gaspille de la flotte à pas vouloir, mais tu as un énorme parc aquatique où tous les gamins s'amusent dedans. Et quand je vais les accompagner là-bas, dans ma tête je me dis, ces espèces de puissance de flotte, des jets dans tous les sens, si un jour ça se déréglait, ça serait vraiment un truc terrible. Et j'imagine, c'est le début de Crow, que ce parc aquatique est dirigé en dessous par une salle de commande qui corrige, qui régule toutes les pressions, etc. Et j'imagine une bagarre dans ce truc de commande, vraiment une bagarre. C'est des règles. Et les mecs valent dingue, et à chaque fois ils déclenchent une commande et ça envoie un jet. Donc, le gamin qui joue avec un petit jet, etc., il se trouve propulsé à 10 mètres par un jet. Et quelques années plus tard, c'est arrivé. C'est-à-dire que dans un parc aquatique s'est déréglé et les gamins ont été projetés avec des jets qui ont une force de plusieurs dizaines de kilos, projetés en l'air, etc. Donc, il est arrivé presque le contraire de ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est le fait divers qui... Ce que j'imagine, moi, devient un vrai fait divers. Ouais, d'accord. Okay. Ça ne répond pas à ta question, mais... Oui, mais c'est ça répond d'autant plus à ma question qu'il y a eu certaines personnes qui ont lu quelque chose dans un polar et qui se sont dit c'est vachement bien ça de tuer les gens de cette manière-là, je vais le faire. Ouais. Et ça s'est produit. Je raconte dans cet ouvrage qui est au prix modique. C'est vrai. Donc effectivement ça marche dans un sens comme dans l'autre. La même question pour Jack, est-ce que tu penses toi qu'un fait divers a je dirais une tendance de plusieurs faits divers identiques peut amener à un fait de société et qu'on peut s'en emparer pour faire un ouvrage carrément qui va ouvrir les yeux sur un fait de société. Avant que tu répondes, et pour que tu dises oui, je vais te citer un cas. Connaissez-vous l'effet Kitty Genovese? Non? Kitty Genovese est une jeune femme qui rentre le soir, elle rentre au milieu d'un tas d'immeubles, etc. Elle tombe sur un mec mal intentionné
qui commence à la violer, à la tabasser, tout ce que vous voulez, une horreur absolue. Elle est au milieu de tas d'immeubles. Et il y a tous les gens qui sont à la fenêtre et puis qui regardent. Ils se disent, bah, il y a l'autre juste à côté, il va appeler. Ils vont dire, ben non, lui il va appeler. Non, il va appeler la police, lui il va appeler. Et puis Kitty Genovese, personne n'a appelé. Donc Kitty Genovese, elle a fini salement, plutôt morte en fait. Et puis donc personne n'a appelé qui que ce soit. C'est devenu un roman policier, l'affaire Kitty Genovese ou quelque chose comme ça. C'est même devenu un nom de phénomène de non-assistance à personne en danger par des gens qui sont tétanisés en quelque sorte, parce qu'ils vivent, parce qu'ils voient, et que personne n'ose agir, et tout le monde se dit quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est devenu non seulement un nom, le fait divers a donné, et le nom de la personne a donné son nom à ce phénomène-là, et ça a donné lieu à un livre. Donc oui, bien sûr, un fait divers peut déboucher sur un fait de société. On peut prendre conscience qu'effectivement, juste en faisant un numéro de téléphone, on appelle des secours et on peut éviter la mort d'une personne. C'est difficile maintenant de me dire que non. Moi, juste avant de répondre, je voulais juste savoir comment tu as fait pour dérégler le parc aquatique après. Et du coup, tu as été poursuivi un peu ou pas? Oui, non, mais c'est clair en tout cas, enfin, moi je pense au niveau bouquin, mais maintenant, difficile de répondre, comme tu dis, d'une façon ou d'une autre par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça c'est vraiment l'exemple. Oui, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Oui, il y en a plein. Non, mais moi je pense le rôle d'un roman, en tout cas d'un écrivain, c'est surtout en premier de divertir le lecteur. Et si après il peut dénoncer quelque chose, forcément, voilà, y ouvrir les yeux, pourquoi pas. Et moi c'est ce que j'ai voulu faire, et c'est pour ça que le premier chapitre de la catabase, il est si violent. Parce que c'est justement, voilà, c'est vraiment pour montrer tout d'un coup, je veux dire, choquer les gens, et montrer une réalité que même moi j'ai dû le corps, parce que dans l'histoire c'est une femme adulte, mais moi tout ce que j'ai vu c'était des mineurs, donc voilà, qui se font torturer, etc. Donc c'est quelque chose qui moi m'avait choqué à l'époque. Donc aussi bien je l'ai écrite, le premier chapitre, il faut savoir, je l'ai écrit en une journée, ça m'a pris un temps dingue, et je devais faire des pauses, parce que je me baladais, l'histoire de... Et parce qu'il faut se remémorer un petit peu tout ce qu'on a vu, etc. Ouais, c'est lourd. Et donc c'est un peu chaud, mais voilà, c'est sûr que je voulais dénoncer un petit peu ce fait-là, même si c'était un petit peu, je veux dire, connu avec des films comme Hostel ou d'autres films du genre. Mais on peut toujours se dire, en fait c'est de la fiction. Et moi j'utilise un petit peu la position de policier, je veux dire ça comme ça, pour dire, ben non, en fait c'est réel, c'est vraiment... Et donc il n'y a pas qu'une seule vidéo, et donc comme tu dis, c'est un fait divers, mais il y en a énormément, donc c'est aussi un fait de société, mais qu'on ne voit pas parce que c'est très caché, et que si on ne fait pas nous-mêmes des recherches, si on ne veut pas volontairement aller chercher ça, on ne les voit pas trop. Et donc c'est un petit peu mon but, et des retours que j'ai eus, ça a quand même fonctionné. Donc oui, je pense que ça fait partie aussi du rôle, un petit peu d'ouvrir les yeux, de dénoncer, et d'attirer l'attention des gens. Dire instruire, mais révéler certaines choses de notre société. Ça peut être effectivement ça peut être l'effet Kitty Genovese qu'on disait avant, ça peut être aussi les violences faites aux femmes. Le terme de féminicide n'existait pas avant quelques années, à savoir peut-être un acteur un peu connu, chanteur d'un groupe qui tabasse votre femme et puis qui la tue par erreur sur un mouvement de colère. Et puis là, d'un seul coup, comme par hasard, on en fait des bouquins, ça devient célèbre. Le mot par erreur, il avait la sœur. Ouais. Le mot par erreur, il a... Et tu vois, voilà. Et donc voilà, ça c'est... Par accident, je viens, mais par erreur, c'est pas voilà. sûr. On est d'accord. C'est un noir désir. On est d'accord. Donc voilà, ça peut effectivement, disons, attirer l'attention des gens sur un phénomène. Alors, j'attends pas forcément une réponse toujours oui à ce que je dis, hein, quoique j'aime bien quand on a raison, mais quel est ton point de vue, toi, Yvan, là-dessus? Est-ce qu'un fait divers traité dans un ouvrage peut permettre effectivement d'attirer l'attention des gens sur un fait de société? Et juste avant que tu répondes, Jean-Bernard Pouy, que l'on connaissait bien, non, ça n'a rien à voir. J.B. Pouy, que vous connaissez bien, qui est un auteur de romans noirs, qui a créé la fameuse collection Poulpe. Poulpe,
vous savez, ces romans avec des titres délirants, La petite écuyère à cafeter ou Warzazat et mourir, enfin bon bref. J.B. Puy il disait que dans quelques années, quand on voudra étudier la société, on étudiera les romans noirs en fait. Et à travers les romans noirs, on aura une vue de ce qui s'est passé, une sorte de vue sociale et vue politique, tout ce que vous voulez, de l'évolution de la société. Ça rejoint un petit peu cette idée-là. Est-ce que le roman, le fait divers dans le roman, il n'a pas ce but-là pour toi ou en partie ou... Si, il est évident que le polar en général raconte la société. Je voulais rebondir sur ce que tu disais en parlant de s'emparer d'un fait divers. Oui. Moi j'avais prévu pour mon prochain roman de raconter un véritable fait divers en détail. C'est une vieille affaire policière qui datait de plus de 35 ans, une affaire de la PJ parisienne, et c'était une affaire non résolue. Et donc cette affaire, je la connaissais bien, je la connaissais depuis longtemps, je savais qu'elle n'était pas très médiatique, elle était un petit peu connue des gens qui s'intéressent aux faits divers, mais elle était peu connue. Donc mon concept, c'était de raconter l'histoire en détail avec tout ce que je savais sur l'histoire, et je voulais, sur une deuxième ligne narrative, donner une résolution possible à cette affaire, puisque c'était une affaire non résolue. Donc j'ai eu l'idée en début d'année, j'ai commencé à écrire en pensant que l'affaire ne serait pas résolue, puisque ça fait 35 ans qu'on la traînait. Et vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est l'affaire du grêlé. Vous avez entendu parler de ça. Donc c'est l'affaire du grêlé qui était la résolue. Donc cette vieille affaire du grêlé qui a commencé en 86, avec une série de viols, de meurtres, qui se termine en 94. Après on n'entend plus parler de ce tueur. Donc j'avais ça en tête, et je me disais c'est quand même un sacré mystère, c'est la plus vieille qu'ils ont au portefeuille à la brigade criminelle du 36 à Paris. Donc j'ai commencé à écrire le livre, je m'étais beaucoup documenté, j'avais même posé des questions à des collègues pour avoir deux, trois éléments. Tu avais ta propre idée déjà là-dessus ou c'est vraiment fiction? Alors moi j'avais imaginé le tueur toujours vivant, mais plutôt planqué à l'étranger. Ouais. C'était une piste possible, mais il aurait pu être en France aussi. Mais tu as imaginé déjà que c'était un flic? Il y avait quand même, moi il n'était pas flic dans l'histoire, mais c'était possible. C'est là la grande différence. Oui, mais c'était effectivement, la vérité était là, c'était un flic gendarme aussi. Et du coup c'est tombé complètement à l'eau. C'est tombé complètement à l'eau. Il a avoué lui-même. Bien sûr, parce que là, mon idée n'a plus aucun intérêt, puisque l'histoire est résolue, donc j'ai laissé tomber l'idée. Je pourrais le refaire avec une autre affaire non élucidée. Et je m'étais dit que c'était intéressant de la remettre un petit peu sous les projecteurs parce qu'elle était relativement peu connue, cette affaire. Oui, on parle de l'affaire Grégory ou d'autres affaires très très connues. Pourtant, c'était la plus mystérieuse et elle n'était toujours pas résolue. Je sentais, il y avait quelques rumeurs dans les milieux policiers qui disaient que ça commençait à bouger un petit peu. Et je me disais, ça risque de tomber à l'eau très rapidement. Ouais. Et puis là, ces dernières semaines, voilà, l'histoire, elle s'est terminée. C'est le début d'une nouvelle phase de l'enquête, mais... on sait qui était derrière tout ça. On a des métiers ingrats, d'ailleurs après on va passer parmi vous. Je peux revenir sur deux choses que tu as dites. Bien sûr. D'abord, je veux toujours maintenir le nom. C'est que non, le fait divers n'est pas fait de société. En fait, le fait divers, dans l'exemple que tu donnes, le fait divers ne devient pas un fait de société. Le fait divers, il peut être révélateur d'un fait de société. Bien sûr. Dans l'exemple que tu donnes, le fait divers, c'est l'agression. Et il est révélateur d'un fait de société qui est cette espèce de couardise générale qui fait qu'il y a des gens. Ce couardise générale qui devient un fait de société parce que tu le retrouves dans différents éléments, dans différentes occasions. Mais la corrélation, elle est juste d'être un révélateur. Oui, c'est ça. Et puis la deuxième chose, tu parlais du roman noir, et je pense que Puy a raison pour une explication, c'est que il y a vraiment deux types d'écriture noire, on va dire. Il y a le roman policier, donc la définition du roman policier, c'est un crime, un enquêteur officiel, flic, gendarme, un déroulé qui suit l'enquête, c'est-à-dire qu'on suit exactement la procédure. Donc le lecteur n'en sait jamais plus que l'enquêteur, puisque par définition il ne peut pas anticiper l'enquête. Et le but du roman policier, c'est de résoudre le crime, éventuellement d'arrêter le responsable, ce qui fait du roman policier toujours une conclusion généralement pro-système, puisque en fait c'est l'aboutissement du fonctionnement du système. Ce qui n'est pas le cas du roman noir. Le roman noir, c'est différent, il y a toujours un crime. La première différence, c'est que l'enquêteur n'est pas forcément officiel. C'est un kidam, c'est un inspecteur d'assurance, c'est un avocat, etc. Ensuite, la narration ne suit pas la procédure, puisqu'il n'y a pas de procédure. Et donc la narration, elle peut faire des allers-retours, ce qui fait que dans le roman noir, très souvent, le système de suspense fait que l'auteur en donne plus au lecteur qu'il en donne à son enquêteur. Ce
qui recrée un suspense supplémentaire, puisque le lecteur est au courant de dangers que peut encourir l'enquêteur, que lui ne connaît pas. Mais surtout, la très grande différence, c'est que le but du roman noir n'est pas de résoudre le crime. Le but du roman noir, c'est de décrire les conditions sociales et politiques qui ont permis le crime, ou qui créent les conditions du crime. Juste une petite C'est pour ça que ça peut... toujours un crime dans le roman noir. Hein. Dans tu dis Chester Himes, il n'y a pas forcément de crime. Oui, non, il n'y a pas... C'est vraiment une fresque, effectivement, de la société. C'est pas des crimes la au descente sens... aux enfers d'un personnage, il n'y a pas vraiment de crime. Oui, c'est des crimes au sens large, c'est pas des crimes de sang. C'est ça, ça peut être d'autres types de crimes. Voilà. Nous, on a l'habitude de dire crime, il faut un cadavre etc. Mais il y a des crimes qui sont sans cadavre. D'accord, très bien. C'était juste pour prendre la parole. Oui, non, mais tu as raison. Oui, voilà. Maintenant qu'il a dit, vous voulez que je donne mon avis? Oui. Toujours Oui, pas. Non, je plaisante. Donc, non, on va continuer par quelque chose qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, à savoir que ça marche dans un sens. Le fait divers, il pourrait être éventuellement révélateur d'un fait de société, déclencheur, mais c'est pas lui le fait divers qui est le fait de société. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrick là-dessus. Mais non, mais bien sûr, c'est une évidence. Mais par contre, effectivement, il est déclencheur à un moment donné. C'est pas tout le monde va pas. C'est pas parce que Bertrand, parce que quelqu'un a tué la fille de. Non. Non, merde, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, que tout le monde, voilà, que ça va devenir un fait de société, etc. Mais on a mis un nom dessus, et on l'a identifié, et puis peut-être derrière, on a peut-être changé quelques règles, on a fait évoluer un petit peu l'opinion publique et les pouvoirs publics, prise de conscience là-dessus. Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens, et ça c'est encore plus délicat, à savoir à partir d'un fait divers ou un truc inventé. Et là, ça rejoint ton cas du parc aquatique avec le truc explose. On lit quelque chose dans un roman policier, et finalement, ça va donner l'idée à quelqu'un, qui dame, un couple qui veut se débarrasser de l'amant, qui veut se débarrasser, le couple d'amants qui veut se débarrasser du mari, etc. Ça va donner l'idée à quelqu'un d'agir comme dans le roman policier. Est-ce que là, on n'a pas aussi, en tant qu'auteur de policier, un rôle, et peut-être, non, pour toi, non, tu peux écrire ce que tu veux, puis n'importe quoi derrière. Le rôle de l'auteur, c'est pas de faire gaffe à ce que les déglingués pourraient prendre de travers. Sinon, dans ce cas-là, tu ne fais rien. D'autant plus que, généralement, ce qui peut apparaître dans un bouquin et qui pourrait donner des idées de traviole à quelqu'un, ça existe déjà quelque part. On n'a rien inventé. Quelle que soit l'horreur qu'on invente dans un bouquin, elle a déjà eu lieu quelque part. Très probablement d'ailleurs parce qu'on l'a consciemment en tête de trucs qu'on a lus quelque part, qu'on a entendus. C'est qu'on ne les invente pas, ces trucs-là. Quelque part, ça sommeille en nous et puis on les réveille. Mais par contre, il y a des coïncidences très, très curieuses. Dans le premier tome des Yaoundougueurs, je parle de cette relation très particulière qu'ont les Mongols avec les Chinois, et notamment avec donc ils ont une haine terrible des Chinois, qui méprisent absolument. Et dans mon bouquin, je raconte le massacre de 3 contremaîtres chinois et de 2 prostituées qui étaient avec. Et je ne sais pas pourquoi, je prends cette idée que non seulement il tue les filles, mais il les tondu, comme c'était tondu après la guerre. Et dans ma tête, c'est une sorte de mélange de ce que je considère comme à la fois le crime horrible, le massacre de femmes simplement parce qu'elles menaient la vie qu'elles voulaient. Et puis il me semblait intéressant d'y ajouter cette dimension de vengeance, parce que c'est vraiment comme ça que les Mongols réagissent par rapport aux Chinois. Il y a une sorte de vengeance, ils leur en veulent absolument. Il faut penser que c'est le seul empire qui, à l'époque, il y a très longtemps, mais à l'époque, a conquis toute la Chine, a rasé Pékin, a installé une dynastie là-bas, et depuis, eux, ils sont 3,5 millions, les autres sont 1,7 milliard. Donc il y a une bascule qui les a un petit peu, si tu veux. Et donc tu retrouves la même chose en réalité. Voilà, et donc j'écris ça, et 2 ans plus tard, j'apprends qu'à Ulaanbaatar, les prostituées qui étaient avec les Chinois se sont fait tondre. Et là, je me pose la question, personne n'a pu lire mon bouquin en Mongolie, mais est-ce que quelqu'un a lu quelque chose sur l'épuration en France, ou après dans différents pays, avec cet acte de tondre les femmes par vengeance? Et le lien est bizarre, parce que c'est ce que tu dis, c'est quelque chose qui est écrit, et on a l'impression que c'est repris,
Mais ça ne peut pas être repris, c'est vraiment C'est juste une coïncidence. une coïncidence, puis une espèce de fond culturel commun à l'humanité entière, malheureusement. Ouais. La même chose, alors Jacques, est-ce que tu crois qu'il y a un moment donné, tu te mets une limite, tu te dis là je ne peux pas l'écrire parce que ça pourrait donner de très mauvaises idées. Je prends un exemple, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me dire oui, une fois que j'aurai un exemple. Mais il y avait un bouquin à un moment donné, c'est Comment tuer son amant, avec des belles méthodes, etc. Certains l'ont lu et l'ont appliqué. Alors que là c'est le cas extrême, bien entendu. Mais tu peux écrire ce que tu veux, il n'y a pas de limite et on ne se censure pas quand on écrit un roman policier. Encore une fois, avant de répondre, donc tu as les tondres des... Non, lui, quand il écrit un truc, deux fois, hein. quand il écrit un truc, il y a du bordel derrière. Ça me semble. La flotte explose, les femmes se font tomber, enfin... Non, mais voilà, moi je reviens un petit peu sur le devoir de réserve, c'est-à-dire que au niveau de technique policière, avant de mettre certaines techniques en avant dans un livre, je vérifie d'abord si elles sont entre guillemets disponibles sur Internet par exemple. Ah oui. Donc je tape certaines techniques, quand on parle de téléphonie, maintenant ça semble facile et c'est très connu que les GSM, on peut les géolocaliser, qu'on peut écouter, etc. C'est même comme ça que ça fonctionne. C'est même comme ça que ça fonctionne réellement. Que comme ça. Mais il y a certaines techniques moi, je sais pas toi, mais je suppose que tu fais pareil, qu'on garde un petit peu secrète parce que c'est un petit peu ce qu'on a besoin quand même pour arriver à... Donc ça, si tu mets ça dans un roman, voilà. Par contre, tu peux donner un tuyau à... Exactement, Oui, c'est ça. exactement. Donc ça, j'en parle pas. Mais pour revenir un petit peu sur ce que tu dis, et pour l'anecdote aussi, c'est qu'on a eu un cours sur le dark web. Pourquoi? Parce que la presse belge a fait un article comme quoi on savait commander des armes sur le dark web et qu'on se faisait livrer. Voilà. Et donc moi, mon premier dossier, c'était quelqu'un qui a lu l'article, qui s'est dit « Ah cool !» Et donc il est allé sur Internet et il a suivi les commandes, sauf qu'il a commandé au FBI. Donc il nous a contacté en disant « Il y a un Belge qui a commandé une arme. » Et voilà. Et donc c'est comme ça qu'on s'est intéressé au dark web et c'est comme ça que j'ai appris. Et on a le nom d'Yann Manouk c'est Roy quelque chose. Donc voilà, donc pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, mais oui, moi il y a des choses que je garde cachées parce que... Pareil, alors appelons ça peut-être droit de réserve si tu veux, mais Yvan, tu te mets aussi des barrières dans ce que tu écris. Il y a un moment donné, tu te dis ça je peux pas écrire, c'est trop sensible, ou ça va donner des idées à un tel. Sur le fait de donner des idées, je pense pas qu'il y ait énormément de cas de personnes qui se sont inspirées d'un polar pour tuer quelqu'un. Faudrait chercher, mais à mon avis c'est vraiment anecdotique. Donc, je crois que tu devrais lire ça. Je vais le dire. Pour le prix, franchement. C'est gentil de me l'offrir. Bon, je sais qu'il y a eu des meurtres inspirés, je me souviens d'un épisode de Columbo qui avait inspiré la technique utilisée par le personnage de l'épisode de Columbo avait servi de modèle à quelqu'un qui l'a appliqué dans la réalité. Et puis, il y a aussi des films d'horreur américains, je crois qu'il y avait le film Scream avec le masque, il y a des gens qui ont tué quelqu'un en reproduisant le meurtre, mais est-ce qu'il y a beaucoup de cas de polars qui ont inspiré un tueur ou quelque chose, j'en suis pas sûr. Il y en a. Il y en a. Mais bon, après, effectivement, c'est plus à ce niveau-là, ce que tu disais tout à l'heure, Jacques, effectivement, tu te mets une barrière et tu te dis non, là je vais vraiment leur donner des armes pour qu'ils viennent me tuer, moi, quoi, finalement. Parce que moi, je pense que c'est quelqu'un qui commet un meurtre en suivant un petit peu ce qu'il peut lire ou ce qu'il peut voir. S'il veut tuer la personne, il va la tuer autrement de toute façon. Donc, je pense pas qu'on incite les gens. Alors, il me reste 3 pages de questions et 2 minutes. Alors, c'est la merde. Donc, je propose qu'on fasse une photo. Non, allez, très très vite. En 2 minutes, 2 mots sur le prochain bouquin. Et on va conclure là-dessus. J'en ai écrit 3 en même temps, donc je ne veux pas dire sur le prochain. Je ne sais pas celui qui sortira il y a la suite de la Double Zero, il y a un nouveau polar qui vient d'être terminé, et puis il y en a un autre que j'ai... Le plus proche, celui qui va sortir le plus... Je pense que le plus proche, ça sera la suite de la Double Zero. D'accord. Pour quelle date à peu près? Normalement, s'il arrive à le rendre fin décembre, il sortira en avril. En avril, d'accord. Bon, donc on prend date. Pareil, alors Jacques, du coup, toi tu es un peu... Oui, donc oui, il y en a un qui est pour largement porté. Après le prochain, bon, il y aura de toute façon, à un moment donné, il y aura la suite de la catabase, mais je pense que le prochain, en tout cas, c'est en négociation. Je vais partir d'une enquête d'un cold case, je suis vraiment désolé. J'espère que je n'aurai pas la même continuité que toi. Mais d'un célèbre fait divers, mais ça a été vraiment très médiatique, d'un tueur qui a sévi à Mons, qui
n'a toujours pas été adapté. Mais voilà, donc nous on sait des choses et j'aimerais bien les mettre en avant. Il est à Mons et il n'a pas Canadé. On annule le truc à Mons. Mais il n'a plus rien fait depuis des années. Donc, Ah, c'est voilà. Oui, mais je retourne à Mons. J'y vais aussi au départ. Pareil, même question du coup, Yves, en prochain. Prochain roman pour octobre 2018, en théorie. 2018. Moi, je suis fatigué. Il y a un coup de moule. C'est ça. La machine a remonté le temps. 2022. Avant ou après Jésus-Christ? Comment t'arrives à 2018? Et ça s'appelle C'est incroyable, ça, en c'est deux mots. deux mots. Toujours un polar très très réaliste qui va l'action se Retour déroulera. dans le futur. Il va écrire avant que le cold case soit Voilà. Là, il n'y aura pas de cold case, ce sera une action en région parisienne avec beaucoup de police judiciaire, plusieurs services mobilisés et pas mal d'actions très ancrées dans la réalité d'aujourd'hui. Donc voilà, dans le même esprit que Matière Noire, le dernier, en 2020. Merci beaucoup, les applaudissements bien forts.